Le jour de la fin du bac, la fille la plus populaire de la classe m'a tiré dans le bosquet devant tout le monde. Alors que je ne savais pas quoi faire, elle m'a soudainement embrassé, une odeur unique de jeune fille explosa dans ma bouche, puis elle dit d'une voix sanglotante, fan. Je suis prête à te donner mon cœur, tout ce que j'ai désormais, à condition que tu acceptes une chose. Ma vie t'appartiendra tout entière. J'ai été stupéfait par cette scène. En fait, tout a commencé. Parce que sa mère était gravement malade et qu'il lui manquait désespérément 60 000 yuan pour une opération. Bien que 60 000 yuan pour moi, un fils de riche qui ne faut rien, ne représente que l'équivalent de la moitié de mon argent de poche mensuel, je l'ai quand même refusé sans hésiter. Parce que le cœur de cette première de classe, cette reine de glace, avait l'air plutôt précieux. Mais je n'ai jamais cru en l'amour. Mes parents se sont mariés par intérêt familial. Et ont maintenu un couple modèle pendant plus de 20 ans. Ont-ils vraiment un cœur? Plutôt une mauvaise conscience. Mais leur cœur, ils l'ont donné à des gens de l'extérieur. Alors ne me parle pas de cœur, je n'y crois pas. Je me suis redressé, je suis allé vers elle, la dépassant d'une tête entière. Je pouvais clairement voir ses cils tremblants et les larmes scintillantes qui y pendaient. J'ai tendu la main. Tout son corps s'est figé, elle a instinctivement fermé les yeux. Mes doigts ont doucement effleuré son front. Chou Qiuxi est restée interdite, elle a ouvert les yeux et m'a regardé, perdu. J'ai retiré ma main. Fixant les yeux de Chou Qiuxi, j'ai articulé mot à mot, Chou Qiuxi. Écoute-moi bien. Tu veux que je sois un salaud qui profite de la situation? Ou que je sois une personne bonne, qui ait pitié et te donne un coup de main? Elle était complètement figée, me regardant fixement, son cerveau visiblement en panne. Mais j'étais patient, je la regardais simplement. Finalement, elle est revenue à elle. Ses épaules tendues se sont affaissées d'un coup. Avec un espoir presque humble, elle a murmuré, aussi douce qu'un moustique. Aide-moi, je t'en supplie. J'ai secoué la tête catégoriquement. Non, je ne suis pas philanthrope, même si j'ai beaucoup d'argent. Je ne le dépenserai pas pour toi sans raison. 60 000 yuan, ça m'achète des dizaines de rouges à lèvres. La supplication dans ses yeux s'est instantanément transformée en désespoir. En voyant cette expression prête à se briser, ma petite méchanceté s'est envolée. J'ai changé de ton, mais même si je ne veux être ni un salaud ni un bon samaritain, on peut faire affaire. Je me souviens que tu es une bonne élève, un potentiel pour l'avenir. Donc je peux te prêter de l'argent, comme un investissement personnel. 60 000 yuan. Je peux les transférer tout de suite. Ses yeux se sont illuminés d'une joie incrédule. Mais j'ai une condition, dans 10 ans, tu me rendras 100 000 yuan. Les intérêts ne sont pas élevés. Pour toi, ça ne devrait pas l'être. En plus, tu dois, dans un mois, au bac, entrer dans une bonne université. C'est la première étape pour montrer ta capacité de remboursement. C'est la clause de gestion des risques de cet investissement. Elle a saisi cette dernière bouée de sauvetage, hochant aussitôt la tête avec force. De peur que je ne change d'avis, je lui ai laissé mon numéro de portable et je suis parti. Sans me soucier de son expression. En sortant du bosquet, le soleil était doux sur ma peau. En fait, je me fichais complètement qu'elle me rende l'argent ou non. 60 000 yuan, ce n'est rien pour moi. Les clauses du contrat, c'était pour la galerie. Sinon, n'importe qui viendrait me demander de l'argent. Même avec tout mon argent, je ne tiendrais pas le coup. Dépenser 60 000 yuan pour acheter la satisfaction de m'être fait une bonne action aujourd'hui, et en plus admirer de près l'air embarrassé de la reine de glace. Ce n'est pas une si mauvaise affaire. Après avoir parlé à l'avocat, j'ai fixé un rendez-vous. Et j'ai envoyé le contrat à Chou Qiuxi. C'était réglé. Je me suis mis en marche. Vers ma destination initiale, une salle de club. Par la fenêtre, je pouvais voir ce qui se passait à l'intérieur. Ma copine d'enfance, Jeanne Li, discutait joyeusement avec un type qui avait l'air d'un voyou. La famille Jeanne et la mienne sont des amis de longue date. Nos affaires sont étroitement liées, donc Jeanne Li et moi avons grandi ensemble. Ce n'est pas trop grave, le vrai problème, c'est la sœur de Jeanne Li, Jeanne Xu, une vraie fille du ciel. Belle, impitoyable dans ses méthodes, et surtout, elle s'occupe particulièrement de moi. Chaque fois qu'elle me donne de l'argent de poche, c'est en millions. Pour quelqu'un comme moi, qui ne fait que traîner, c'est un distributeur de billets ambulants. Et en plus, Jeanne Xu va bientôt se fiancer avec mon frère aîné, Yoon, ce type à l'apparence humaine mais au fond corrompu. Elle sera officiellement ma belle-sœur. Une union parfaite. Ma vie de parasite doré sera encore plus assurée. Mais récemment, Jeanne Li, à cause d'un voyou, est passée des premières de sa classe à la moyenne. Alors quand Jeanne Xu m'a demandé des nouvelles, j'ai su que je devais m'en occuper. Après tout, j'ai pris son argent, je dois bien faire quelque chose en retour, avant même d'ouvrir la porte. Et est entré en collision avec un garçon qui sortait en courant. Il a titubé en arrière de 2 pas, les yeux pleins d'humiliation et de ressentiment. Je le reconnais, c'est Jeanne Li, un étudiant pauvre que j'ai déjà financé. Il a de très bons résultats, il est honnête, et à le voir comme ça. C'est sûrement encore l'histoire du « je suis tombé amoureux de mon bienfaiteur », est tombé amoureux d'un voyou. J'ai secoué la tête, un peu amusé. Le jeune homme est encore trop jeune. Pour des fils à papa comme nous, donner de l'argent pour régler les choses. C'est souvent juste une habitude, un passe-temps pour montrer notre statut. Ça ne veut pas dire que nous sommes des gens bien. S'il veut vraiment montrer sa gratitude, qu'il travaille dur pour s'élever et qu'il rende l'appareil avec des intérêts, c'est ça,
la sagesse des relations humaines. Mais s'il tient absolument à mêler les sentiments, il cherche les ennuis. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai directement poussé la porte entrebâillée. Zhang Li était en train de discuter avec Sun Yang, riant aux éclats. Quand elle m'a vu, son sourire s'est figé sur son visage, et ses sourcils se sont immédiatement froncés. Sa voix était pleine de méfiance et d'impatience. Y-Fan, qu'est-ce que tu viens faire? Tu es aussi là pour me convaincre de rompre avec Yang. Je te dis de ne pas perdre ton temps. Un bon à rien de la famille Y, qui ne sait même pas comment vivre sa vie, de quel droit viendrais-tu me donner des ordres? Je ne me suis pas fâché, j'ai même trouvé ça un peu drôle. Je ne viens pas te dicter ta conduite. Je suis juste curieux, comment se fait-il que la petite fille modèle de la famille Zhang, toujours si bien élevée, se soit soudainement entichée d'un type comme ça? Zhang Li a haussé le ton, avec mépris. Qu'est-ce que tu y connais? Yang n'est pas comme vous, les hypocrites fils de riches. Il vit vrai, il vit libre. Elle a attrapé le bras de Sun Yang. Le visage empreint d'une admiration presque fanatique. Nous, c'est ça qu'on appelle vivre. Votre vie programmée, elle, est ennuyeuse, c'est une perte de temps. Puis elle a tourné sa rancune contre moi, surtout toi, Y-Fan. Tu n'es bon ni à étudier ni à t'amuser. Mis à part le fait d'être un Y, qu'as-tu d'autre? Tu es un bon à rien de bout en bout. J'ai hoché la tête, prenant un air compréhensif. Compris. Le vent de la jeunesse, hein? Zhang Li a probablement cru que je m'étais rendu à ses arguments, une lueur de satisfaction a brillé sur son visage. Sun Yang s'est aussi un peu redressé, son expression n'était plus aussi craintive envers moi. La seconde d'après. Je l'ai regardé de haut. Tu as repris tes esprits? Elle a instinctivement reculé d'un pas sous mon regard. Sun Yang gémissait encore par terre, ses yeux pleins de terreur en me regardant. Je me suis avancé vers lui. Tu n'aimes pas la vérité? Tu n'aimes pas la liberté? Alors? Dis-moi, comment tu te sens maintenant? Libre? Sun Yang souffrait tellement qu'il était en nage, incapable de dire un mot. Zhang Li a essayé de me retenir. Mais un seul regard de moi l'a fait reculer. Tu n'étais pas si forte tout à l'heure? Pourquoi maintenant tu te tais? Il tremblait, n'osant même pas respirer. J'ai soudain trouvé ça sans intérêt. Avec si peu de cran, tu viens draguer une fille de riche. J'ai attrapé Zhang Li qui tremblait encore. Et je suis allé directement dans ce quartier malfamé de l'ouest de la ville, repère de toutes sortes de gens louches. J'ai tiré Zhang Li hors de la voiture. Et l'ai plaqué contre le mur d'une ruelle sale. Une forte odeur d'urine et de déchets en décomposition m'a frappé. Zhang Li a vomi sur place. J'ai pointé du doigt, au bout de la ruelle, quelques voyous aux cheveux jaunes en train de s'insulter. D'une voix glaciale, regarde, c'est ça le vent de la jeunesse que tu aimes. Assez vrai? Assez libre? Si ça te plaît, je te jette là-bas tout de suite. Zhang Li a pâli de peur, s'accrochant désespérément à mon bras, pleurant à chaudes larmes. J'ai eu tort, Y-Fan. Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Je t'en supplie. C'est à ce moment-là que, du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette familière. C'était Sun Yang, qui boitait. Profitant de mon inattention, se faufilant et s'enfuyant par l'autre extrémité de la ruelle. Je n'ai pas pris la peine de le poursuivre, ce genre de type ne méritait pas que je me donne encore la peine. Zhang Li l'avait visiblement vu aussi. Son visage avait perdu toute couleur. Sa dernière illusion s'est aussi évanouie avec cette silhouette qui fuyait. Elle a cessé de pleurer, restant là, figée. Comme si on lui avait volé son âme. Je l'ai remise dans la voiture, elle n'a plus dit un mot de tout le trajet. Arrivée devant la porte de chez les Zhang, elle a ouvert elle-même et est entrée, l'air hagard. Je ne suis pas descendu de la voiture, j'ai juste demandé au chauffeur de faire demi-tour pour rentrer. Ce soir-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone, envoyé par Zhang Xu, Y-Fan, merci. J'ai répondu avec un sticker poli. L'affaire était close, comme prévu. Les 2 jours suivants, chez les Zhang, tout était calme, personne n'est venu m'embêter. Je savais que c'était ma future belle-sœur Zhang Xu qui avait étouffé l'affaire. Mon coup n'avait pas été joué pour rien. Ma vie de fils à papa oisif était assurée. Mais le lendemain, je n'avais plus envie de rire. Parce que Sun Yang était mort, dans un accident de voiture. Apparemment, cette future belle-sœur était encore plus impitoyable que je ne l'imaginais. J'ai soudain trouvé cette famille un peu effrayante. Chacun portait un masque raffiné, éliminant froidement tous les obstacles. Mon frère aîné, l'élite, était comme ça, et ma future belle-sœur Zhang Xu aussi. Moi seul étais un étranger, un bon à rien qui ne fait que traîner en attendant la mort. J'ai eu un frisson. Assis dans mon lit, je me suis dit, je dois déménager immédiatement, m'éloigner de ces gens impitoyables. Pour continuer à paresser, il faut d'abord survivre. Sans dire au revoir à personne, le lendemain matin. Je suis descendu avec une valise déjà préparée. Ma mère était assise dans le salon, buvant son thé du matin avec élégance. En me voyant, elle a juste levé les yeux sans grande expression. Mon père, je ne sais même pas où il était. Cette maison était froide comme une glacière. J'ai tiré ma valise et, sans me retourner, je suis sorti de cette somptueuse villa. J'avais un appartement au dernier étage dans le centre-ville, acheté depuis longtemps. Il tombait à pic. L'appartement était grand et vide, le réfrigérateur complètement vide. J'ai pris la voiture pour aller au plus grand supermarché du quartier. J'avais besoin de remplir cette nouvelle maison de nourriture et de malbouffe. Poussant mon chariot, je me faufilais entre les rayons bien garnis. Comme un robot de shopping. Je jetais les articles dans le chariot sans aucune expression. En passant un coin, je me suis soudain arrêté.
Parce que dans un coin du rayon snack, j'ai vu une fille qui cachait furtivement un pain dans sa manche. Elle semblait plus jeune que moi, petite, vêtue d'un uniforme scolaire délavé. Son visage était plutôt propre, mais ses mains ne l'étaient pas. Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé contre le rayon, les bras croisés, la regardant avec amusement. Elle avait du mal à cacher le pain, la manche était trop petite, le pain trop gros. Elle a essayé plusieurs fois, transpirait d'énervement sur le front. Finalement, comme si elle avait senti quelque chose. Son mouvement s'est figé, elle a levé lentement la tête. Nos regards se sont croisés dans l'air. Je la fixais sans rien dire. Pendant quelques secondes, son visage est passé du blanc au rouge à vue d'œil. Ses grands yeux ont d'abord montré de l'effroi, puis de la panique, enfin une honte et une humiliation insondables. Sa main tenant le pain tremblait tellement qu'avec un bruit sourd, le pain est tombé par terre. Comme si toute sa force l'avait quittée, elle s'est effondrée, la tête baissée. Comme si elle voulait enfouir son visage dans le sol. Quel intérêt? Je me suis approché, me suis baissé pour ramasser le pain. Et les jeter dans mon chariot. Puis, au hasard, j'ai attrapé sur le rayon d'à côté. Toutes sortes de biscuits et de bonbons, les balançant dans le chariot. Très vite, mon chariot a formé une petite montagne. J'ai poussé le chariot jusqu'à elle. Elle avait toujours la tête baissée, tout son corps tendu. Comme si elle attendait son jugement. Du bout de ma chaussure, j'ai touché ses baskets blanches délavées. D'un ton neutre, pas d'argent pour manger, elle a sursauté. Puis a hoché très légèrement la tête. Une seconde plus tard, comme si elle se rappelait quelque chose. Elle a brusquement secoué la tête. Un peu agacée, tu hoches la tête puis tu la secoues. Tu joues la pantomime? C'est quoi l'histoire? Parle. Ma voix s'est alourdie. Elle a tremblé de peur, a levé brusquement la tête vers moi. Les yeux rouges, remplis de larmes. Elle a ouvert la bouche. Émettant quelques syllabes indistinctes, faisant des gestes désespérés avec ses mains. Je suis resté figé un instant. Une idée m'a traversé l'esprit, muette. En voyant son air anxieux et impuissant. Mon agacement s'est évanoui d'un coup. À ce moment-là, je l'ai regretté. Je me suis senti comme un parfait salaud, du genre à se donner 2 gifles au milieu de la nuit en y repensant. Sans dire un mot, je suis retourné chercher un autre chariot, et j'ai rempli celui-ci aussi. De nourriture facile à conserver. Puis, poussant les 2 chariots, je lui ai fait signe de me suivre. Elle n'avait pas l'air d'avoir compris. Trop paresseux pour expliquer, j'ai attrapé son poignet et l'ai traîné vers la caisse. Après avoir payé, j'ai porté des sacs et des paquets tout seul. Elle me suivait comme une petite ombre, tenant aussi quelques sachets de snacks récents. J'ai fourré le tout sur la banquette arrière de ma voiture de sport, puis je lui ai dit de monter. Elle a hésité un instant. Il ouvrit la portière côté passager et s'assit, puis lui demanda son adresse. Elle prit le téléphone. Ses petits doigts tapotèrent l'écran un long moment et finirent par localiser un endroit, un vieux quartier. Un quartier pouilleux où je ne serais même pas passé. Je ne dis rien et démarrai la voiture directement. Pendant tout le trajet, le silence dans la voiture était terrifiant. Elle gardait la tête baissée, serrant fermement les pans de son vêtement. La voiture serpentait dans des ruelles étroites et délabrées, et s'arrêta finalement devant un immeuble en forme de tour qui semblait prêt à s'effondrer. Je coupai le moteur et, avec elle, je descendis les provisions de la voiture. Le couloir était sombre et humide. Une odeur de moisi et une odeur étrange indescriptible flottaient dans l'air. Elle me guida jusqu'au 3e étage et ouvrit une porte en bois relevable. Une forte odeur de médecine chinoise nous frappa. La pièce était si petite qu'on pouvait la voir d'un seul coup d'œil. C'est aujourd'hui que j'ai vraiment compris le sens de l'expression « les 4 murs nus ». Sur un lit de planches usées, gisait une vieille femme décharnée, les yeux fermés, respirant faiblement. La jeune fille posa ce qu'elle tenait, courut au bord du lit et remonta habilement les coins de la couverture, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai à peu près compris, ce n'était pas qu'elle n'avait pas d'argent pour manger, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour soigner sa famille. Voler du pain, c'était sans doute parce qu'elle était affamée à l'extrême, et qu'elle ne voulait pas toucher à l'argent réservé aux soins de la vieille dame. Encore ce genre de manège misérable. Moi, je ne supporte pas ce genre de choses. La jeune fille, après avoir installé sa grand-mère, vint devant moi. Elle s'inclina profondément devant moi, puis prit sur la table un vieux cahier d'exercices usé et écrivit rapidement quelque chose dessus. Dessus, une écriture délicate, « Merci. Combien coûtent ces choses? Je te les rembourserai un jour. » En voyant ces mots, j'eus envie de rire. Avec quoi rembourser? Voler à nouveau? Je ne dis rien, je sortis mon téléphone. Je composai le numéro de l'assistant privé de ma famille. Au téléphone, je fus bref, « Wang. Occupe-toi d'une chambre de soins intensifs à l'hôpital du centre-ville. Envoie 2 ambulances au bâtiment en tour de l'ouest de la ville dans 15 minutes. Je t'envoie l'adresse. Les frais seront directement prélevés sur mon compte. » Tout le processus dura moins d'1 minute. La jeune fille était complètement abasourdie. La bouche ouverte, elle me regardait fixement, oubliant de pleurer et d'écrire. Je pouvais comprendre. Ce pourquoi elle aurait dû lutter toute sa vie n'était pour moi qu'une affaire résolue en un coup de téléphone. Je donnai un coup de pied dans le sac de voyage à ses pieds. « Qu'est-ce que tu fiches? Prépare tes affaires. On va à l'hôpital. » Comme sortant d'un rêve, elle se mit aussitôt à ranger en panique. En fait, il n'y avait pas grand-chose à ranger, quelques vêtements usés délavés, une tasse en émail dont le pied manquait. Les ambulances arrivèrent très vite. Des professionnels de santé transportèrent délicatement la vieille dame sur un brancard. Du début à la fin, la jeune fille avait agrippé fermement le bas de ma veste, comme si elle avait peur que je disparaisse soudainement. Bien que légèrement mal à l'aise,
je ne la repoussais pas. Arrivé à l'hôpital. Tout était parfaitement organisé, une chambre de soins intensifs avec un aide-soignant 24h24, et une équipe de spécialistes de premier ordre commença immédiatement la consultation. Je me tenais dehors, près de la fenêtre de la chambre, regardant à l'intérieur les médecins et infirmières affairés, et cette jeune fille assise au chevet. Cette fille pleine de gratitude. Dans mon cœur, le nuage sombre provoqué par la mort de Sun Yang semblait s'être un peu dissipé. Dépenser de l'argent peut vraiment acheter la bonne humeur. À ce moment, le bas de ma veste fut de nouveau tiré doucement. Elle leva le vieux cahier devant moi. Dessus était écrit « Comment dois-je vous remercier pour votre bonté ?» Je m'appuyai sur le chambranle de la porte en regardant la fille. « Je n'ai pas dit que tu devais me remercier. » Elle s'énerva. Elle écrivit très vite sur le cahier, l'écriture devenant presque illisible « Non. Je ne peux pas accepter ton argent sans rien faire. Tu es une bonne personne. » En voyant les mots « bonne personne », le sourire au coin de mes lèvres s'élargit. De nos jours, un type comme moi peut être considéré comme une bonne personne. L'argent, c'est vraiment bien. Je l'interrompis dans son écriture. D'abord, je ne suis pas une bonne personne. Ensuite, je t'ai dit que je déteste les complications. En restant ici à t'embarrasser avec ça. Tu me causes des ennuis, non? Elle fut un peu étourdie par cette logique tordue et me regarda, hébétée. Ne sachant comment répondre. En voyant son air, je soupirai. Je m'approchai d'elle, sans plus de paroles, et lui pris le cahier et le stylo des mains. J'écrivis rapidement dans le cahier. Une fois fini, je lui remis le cahier dans les mains. Considère ça comme une assurance que j'achète à l'avance. Étudie bien, entre dans une bonne université un jour. Si jamais je tombe dans la misère, et que je fais la manche dans la rue, n'oublie pas de me donner un bol de riz. Elle regarda les mots sur le cahier. Elle resta figée très longtemps, puis leva la tête. Ses yeux clairs, comme l'eau d'une source de montagne, laissèrent enfin déborder leurs larmes. Elle ne pleura pas à voix haute. Mais ses larmes silencieuses tombaient une à une sur le vieux cahier d'exercice. Un peu gêné, je dis. Bon, arrête de pleurer. Ta grand-mère a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est que ces pleurnicheries? Quelle est ton école? Je vais demander à Wang de payer tes frais de scolarité en même temps. À partir de maintenant, je lui dirai de te verser 5000 yuan par mois pour vivre. Jusqu'à ce que tu aies terminé l'université et trouvé un emploi. Ne me dis pas que tu n'en veux pas, ça compte aussi comme une prime d'assurance. Après avoir dit cela, je n'avais plus envie de regarder cette scène. J'ai échangé quelques mots rapidement avec le médecin. Je suis parti sans me retourner. En conduisant sur la large route, j'ai soudain trouvé la situation ridicule. Moi, le deuxième jeune maître de la famille YE, est-ce que je pourrais vraiment tomber dans la misère? Impossible. Bon, ce n'est que de l'argent dépensé pour accumuler un peu de vertu. Après tout, les gens autour de moi sont tous plus impitoyables les uns que les autres. J'ai besoin d'accumuler plus de mérite. Pour m'assurer de vivre dans le luxe et l'opulence toute ma vie en tant que bon à rien. Et puis j'ai passé 5 ans dans la misère. 5 ans entiers. Mon frère, qui a pourtant une apparence respectable. Après son mariage, c'est justement à ce moment-là que tout a éclaté. Je prenais le soleil sur une île privée. Quand j'ai reçu l'appel, j'avais même envie de rire. C'était prévisible. Mon frère, au fond, est un lâche indécis, mais il aime jouer. Le rôle de l'amoureux passionné. Je n'avais même pas envie de rentrer voir ce cirque. De toute façon, les mariages dans les grandes familles se ressemblent tous. Jusqu'à ce que mes cartes bancaires soient gelées une par une. Tous mes biens immobiliers, actions et fonds. Volatilisés du jour au lendemain. J'ai réalisé trop tard que quelque chose clochait. Quand je suis revenu précipitamment de l'île, tout était déjà joué. Le groupe YE avait changé de nom. Mon père a été inculpé pour de multiples délits économiques, avec des preuves irréfutables. Il finira ses jours en prison. Mon frère a été chassé sans rien. Et moi, un bon à rien qui ne voulait que manger et dormir, je n'ai même pas été épargné. J'avais la tête qui tournait. Mais franchement, mec, si tu veux te venger, tue mon imbécile de frère, je m'en fiche. Mais envoyer mon père en prison et vider les comptes de YE, c'est quoi cette histoire? En y repensant, la colère m'envahissait. Est-ce que je vivrais dans un roman de vengeance où l'héroïne élimine tout sur son passage? Et où je ne serais qu'un parent éloigné sacrifié en passant? À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Jeanne Xu était assise sur mon canapé italien préféré, faisant tournoyer élégamment son verre à pied. 5 ans avaient passé, elle était encore plus belle qu'avant. Et encore plus froide. Son aura dominatrice était étouffante. Elle m'a vu, a tendu la main pour toucher mon visage. Ne me regarde pas comme ça. Je n'en avais pas envie non plus. J'ai détourné la tête pour l'éviter. Elle ne s'est pas fâchée. Elle a retiré sa main et a dit calmement, « Ton frère est trop stupide. » Je lui ai donné une chance. Mais il ne l'a pas saisie. Jeanne Xu a secoué la tête, me regardant. Avec une pointe de malice. « Alors c'est ça, t'as raison. Pour nous avoir tous ruinés ?» Elle a marqué une pause, sa voix teintée d'amertume. « Mais maintenant, c'est différent. C'est elle qui m'a trahi la première. Ma vengeance est légitime. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un mari. » En disant cela, elle s'est approchée d'un pas, avec une agressivité intense. « Xiao Fan. Ça te dirait de rester avec ta sœur? Ta sœur peut prendre soin de toi comme avant. » En l'entendant, j'ai ri au point d'en avoir les larmes aux yeux. J'ai essuyé mes yeux. En fixant son visage parfait. À t'entendre, je me demande même. Si ce n'est pas toi qui l'as fait. Son sourire s'est enfin figé, ne serait-ce qu'un instant. Mais je l'ai capté.
Le dernier espoir qui me restait s'est évanoui. Effectivement, cette femme a toujours été une folle, prête à tout pour arriver à ses fins. J'ai effacé mon sourire. Je l'ai regardée sans expression, puis j'ai lentement levé mon majeur vers elle. La dernière trace de sourire a disparu de son visage. Elle a agité la main sans me jeter un autre regard. 2 gardes du corps se sont avancés, m'ont attrapé comme un poulet, un de chaque côté. J'ai été brutalement poussé hors de ma propre maison. Debout dans le couloir vide, j'ai éclaté d'un rire moqueur. Si j'avais cru à ces belles paroles et été resté jusqu'à ce qu'elle se lasse de moi, je serais mort sans même savoir comment. Je savais très bien que je ne pourrais pas la battre. Même mon père, ce vieux renard, s'est fait piéger par elle. Moi, qui ne sais que manger et m'amuser, comment pourrais-je lutter contre elle? Éloigne-toi de cette folle, vivre est plus important que tout. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon répertoire, trouvé ses amis qui m'appelaient toujours « Frère YE » avec empressement. J'ai composé le premier numéro « Allô, frère Zou, c'est Y fan ». 3 secondes de silence à l'autre bout. D'une voix prudente « Désolé, vous vous êtes trompé ». On a raccroché. J'ai été stupéfait un instant, puis j'ai ri amèrement de moi-même. J'ai composé le deuxième. Résultat identique. Les 3e et 4e personnes, soit mauvais numéro. Soit directement personne ne répond. Je me suis adossé au mur froid, supprimant un par un ces soi-disant amis. De mon téléphone. Quand j'ai fini, il ne restait plus à l'écran que quelques numéros de ma famille, isolés et solitaires. J'ai revendu tout ce que j'avais de valeur. Au total, j'ai réussi à rassembler moins de 100 000 yuan. Cette somme, autrefois impensable, équivalait à mes frais de boisson d'un soir. Maintenant, c'était toutes mes possessions. J'ai erré sans but dans la rue. Sans m'en rendre compte, je suis revenu devant mon immeuble. Je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement. Si ça ne marche pas, je trouverai un endroit où m'installer, pas d'exigences élevées, logement et repas inclus. De toute façon, j'ai assez vécu. C'est 20 ans de vie fastueuse. Baissant la tête, je marchais en réfléchissant quand soudain je suis entré en collision. Avec une étreinte douce. Un léger parfum m'a effleuré. J'ai instinctivement voulu m'excuser. Mais levant les yeux, je suis tombé nez à nez avec un regard clair. C'était une fille au visage délicat. Elle me semblait familière, mais je n'arrivais pas à me souvenir où je l'avais vue. Pourtant, elle me connaissait visiblement. Je voyais distinctement dans ses yeux, au moment où elle m'a reconnu, une joie et un soulagement indescriptibles brillaient soudainement. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais parut se rappeler quelque chose. Finalement, elle sortit précipitamment un téléphone de sa poche et tapota frénétiquement dessus. Sur l'écran du téléphone s'affichait « Monsieur YE, vous vous souvenez encore de moi ?» En voyant les mots « Monsieur YE », je me suis dit qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui m'appelaient ainsi de nos jours. J'ai examiné attentivement son visage. Des fragments de mémoire commencèrent lentement à s'assembler. Soudain, je compris et fus un peu surpris. 5 ans, cette silhouette qui tremblait dans le supermarché, cette fille qui, dans la petite cabane délabrée, s'occupait de sa grand-mère, c'était toi. Ses yeux s'illuminèrent alors d'une façon éclatante. Elle hocha vigoureusement la tête. Cette joie semblait presque déborder du fond de ses yeux limpides. Je devins encore plus perplexe. Comment se fait-il que tu sois ici? Elle se remit à taper frénétiquement. Puis me tendit son téléphone. L'écran affichait « J'ai vu les nouvelles. À propos de l'affaire de la famille Jagne. J'étais très inquiète. J'ai pensé que tu pourrais revenir jeter un coup d'œil ici. Alors je t'ai attendu ici. Depuis hier. » Mon cœur sembla recevoir un coup. Cela signifiait que, pendant ces 24 heures où j'avais été chassé, elle était restée en bas de cet immeuble, dans lequel je ne pouvais plus entrer, pour veiller, de la manière la plus maladroite, sur une possibilité incertaine. Un sentiment absurde et complexe m'envahit, pendant que mes soi-disant amis s'affairaient à se distancer de moi. Une petite fille que j'avais presque oubliée veillait ici pour moi depuis un jour et une nuit. Je tirai sur le coin de mes lèvres, voulant dire quelque chose. Elle sembla percevoir mon embarras. Sur l'écran de son téléphone, il y avait « Tu n'as nulle part où aller ?» Mon silence valait acquiescement. Elle rangea son téléphone et fit un geste auquel je ne m'attendais absolument pas. Elle tendit la main et tira doucement sur le bord de ma manche. Sa force était très faible. J'aurais pu me libérer facilement, mais cette légère supplication venant de la manche était comme une chaîne invisible qui m'immobilisait. Elle me tira pour se retourner et se diriger vers le coin de la rue. Comme poussé par une force mystérieuse, je ne résistai pas et la suivis. Nous arrivâmes devant une petite boulangerie baignée d'une lumière chaleureuse. L'enseigne indiquait « Boulangerie micro-lumière ». La porte était fermée. Mais la lumière de la vitrine était encore allumée. Elle ouvrit la porte avec une clé, puis se retourna et me fit signe d'entrer. La boutique n'était pas grande, mais propre et bien rangée. L'air était imprégné des senteurs de crème et de blé. Elle sortit de sous le comptoir un dossier soigneusement plastifié, en tira une feuille déjà jaunie et la poussa devant moi. C'était le contrat d'assurance que j'avais griffonné 5 ans plus tôt, où il était écrit « Si un jour je tombe dans la misère et mendie dans la rue, tu te souviendras de me donner un bol. » Elle montra du doigt les mots sur le papier, puis me désigna moi, elle-même et cette boutique. Son regard était aussi sérieux que si elle exécutait un contrat sacré. Enfin, elle se retourna. Du four, elle sortit un croissant encore chaud et me le tendit. Sans vergogne, sans compassion, seulement un sentiment d'évidence que c'était à mon tour. J'ai pris le pain, j'ai croqué dedans. Le goût, bien que inférieur au plat raffiné que j'avais déjà goûté,
avec quelque chose de rassurant. Vous embauchez ici? La fille resta figée un instant. Puis un sourire éclatant s'épanouit sur son visage. Elle hocha vigoureusement la tête. Ce jour-là, ma première moitié de vie, sans but, s'acheva. Et ma seconde moitié serait désormais liée à cette petite boutique appelée « Lueur douce ». Et mon patron. Cette petite muette à qui je pensais ne plus jamais adresser la parole. La jeune fille s'appelait Shen Yue. Grâce à l'argent que je lui avais donné et à ses propres économies, après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle ouvrit cette boulangerie dans cette rue. La boutique n'était pas grande. Mais les affaires marchaient bien. Les voisins semblaient particulièrement attentionnés envers elle, faisant toujours un détour pour venir acheter quelques pains et échanger quelques bavardages. La petite, c'est pas facile toute seule. Mais voilà, elle a un assistant maintenant. Rassurant à voir. Je portais un tablier à motif d'ours en peluche, empaquetant maladroitement le pain de mie tout juste sorti du four. En entendant ces paroles, mon cœur restait calme. Rassurant? Moi, un bon à rien, incapable de travailler ou de distinguer le blé du riz, où ont-ils vu que je pouvais être rassurant? Par la suite, j'ai effectivement allégé son fardeau. Au moins, pour les travaux de force comme mélanger la farine ou porter les sacs de sucre, elle n'avait plus à le faire. Une frêle jeune fille s'obstinait à le faire. Le soir, après la fermeture, nous montions à l'étage dans ce petit foyer. 4 murs nus, ce terme décrivait son ancien logement. Ici, on pourrait presque parler un seul mur nu. Une table, 2 chaises, un canapé. Une petite pièce aménagée sur le balcon, c'était ma chambre. Plus petite que la salle de bain de ma villa d'avant. Elle était plus petite que ma salle de bain d'avant, mais j'y dormais plus paisiblement qu'aucune autre nuit. De ces 20 dernières années, l'arôme subtil du blé montait. J'ai commencé à apprendre à être une personne normale. Apprendre à balayer sans soulever la poussière, apprendre à cuire de la bouillie avec une cocotte minute. Sans faire exploser la cuisine, la plupart du temps, le résultat est désastreux. J'ai pris du sel pour du sucre et j'ai fait une casserole de pâtes de haricots rouges trop salées. Elle a goûté une cuillère, son petit visage s'est tout froissé. Mais elle ne l'a pas recraché, elle a juste bu silencieusement un grand verre d'eau. Puis elle a pris un stylo et a écrit dans son carnet, « Le goût est particulier, la prochaine fois tu pourrais mettre un peu moins de sucre. » En voyant son air sérieux, j'étais à la fois agacé et amusé. J'ai arraché le bol de ses mains et l'ai vidé dans la poubelle. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. J'ai acheté une pile de manuels, et chaque soir, après qu'elle se soit endormie, dans ma petite alcôve, face à l'écran de mon téléphone, je répétais encore et encore, depuis les plus simples « bonjour, merci », jusqu'à « bonne journée, bonne nuit ». La première fois que j'ai utilisé des gestes un peu maladroits pour lui dire « bonjour », elle est restée figée, puis dans ses yeux toujours si calmes. C'était comme si une étoile venait de jaillir soudainement. Elle a aussi levé la main. Et m'a répondu avec une immense sincérité. À cet instant, j'ai senti que dans les plus de 20 années passées, jamais je n'avais ressenti à quel point faire quelque chose pouvait en valoir la peine. Les jours ont passé ainsi. De l'idiot qui ne savait même pas utiliser un four, je suis devenu un apprenti pâtissier capable de fouetter la crème et de décorer les gâteaux. Les affaires du magasin allaient de mieux en mieux, au point que nous avons même racheté la boutique d'à côté pour agrandir la nôtre. Sur mon compte, j'avais de nouveau une somme d'argent non négligeable. Assez pour déménager et louer un appartement. Plusieurs fois, j'ai voulu en parler à Shen Yue. Mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Déménager, où habiter, manger seul, quel ennui. Et puis, elle, cette jeune fille, seule, ce n'était pas facile non plus. Je pouvais aussi lui donner un coup de main, non? Dans ma tête, je me trouvais plusieurs raisons. Puis, la conscience tranquille, je restais. Shen Yue non plus n'en parlait jamais. Elle semblait avoir accepté ma présence. Je ne crois pas en l'amour, mon père. Mon frère aîné était les pires exemples. Mais cette stabilité passée avec Shen Yue était devenue une drogue pour moi. Je secouais la tête pour chasser ces pensées confuses de mon esprit. Il était presque midi, il fallait lui préparer le déjeuner. J'étais en train de détacher mon tablier. Quand une silhouette familière poussa la porte de la boutique et entra. Elle portait un tailleur bien coupé, un maquillage soigné, ses cheveux impeccablement relevés. Elle dégageait l'aura d'une femme d'affaires accomplie. C'était Chu Kyusi. 5 ans sans la voir. L'humilité et la gêne que la pauvreté lui avait autrefois imposées avaient été complètement effacées. Elle n'était plus cette reine de glace en uniforme délavé qui venait me supplier. Aujourd'hui, elle était raffinée et parfaite. Derrière elle se tenait un jeune homme, une vingtaine d'années, en costume cravate. Comme un étudiant tout juste sorti de l'université. Son regard sur moi était rempli d'une hostilité non dissimulée. C'était probablement son assistant. Chu Kyusi arrêta un instant son regard sur mon tablier à motif d'ourson. Fronça imperceptiblement les sourcils, mais reprit vite son sourire parfait. Fan, cela faisait longtemps. Je hochai la tête en guise de salut, sans cesser de détacher mon tablier. Elle sembla vouloir dire quelque chose, puis changea d'avis. Finalement, elle sortit un chèque de son sac et le poussa vers moi. Je jetai un coup d'œil au montant, le pris et le glissai dans ma poche. Merci, je l'ai bien mérité, même si je n'avais jamais vraiment espéré le récupérer. Le jeune assistant derrière elle, voyant avec quelle facilité j'acceptais l'argent, afficha un mépris encore plus marqué. Chu Kyusi se recomposa rapidement.
Son regard parcourut notre petite boulangerie. Avant de se poser sur mon visage. C'était ce regard, que je connaissais trop bien. Une pitié condescendante. Xiao Fan, j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à ta famille. Si tu n'as pas d'endroit convenable où aller en ce moment, tu peux venir travailler dans ma société. Celle de mon mari et moi. Nous venons juste de démarrer, nous avons besoin de monde. La voir prendre cette expression faussement compatissante me souleva l'estomac. Cette transaction, à l'époque, c'était mon investissement. Aujourd'hui, elle rembourse sa dette. Nous sommes quittes. Et la voilà qui prend cette pause. Elle veut transformer son ancien créancier en objet de sa charité. Je regardais. L'assistant à ses côtés, dont le regard devenait de plus en plus hostile, appréciant ma déchéance. Seulement, elle est encore plus hypocrite que lui. Elle doit se draper d'un voile de bienveillance. Je refusai froidement, inutile. Je suis très bien ici. Le sourire de Chu Qi se figea un instant. Xiao Fan. Ne fais pas l'entêter. Je sais comment tu vivais avant. Je l'interrompis, l'impatience perçant dans ma voix. J'ai dit que c'était inutile. Elle n'insista plus. Une légère contrariété apparut sur son joli visage. Très bien. Puisque tu as décidé, je ne te force pas. Au moment où elle se retourna. Son assistant, tout naturellement, tourna la tête vers elle et lui adressa un sourire. Que seuls eux deux pouvaient comprendre. C'est alors que, comme si de rien n'était, je sortis mon téléphone. Et, discrètement, appuyai sur le déclencheur. L'angle était parfait. Sur la photo, la main de l'assistant frôlait presque sa taille, et le sourire sur son visage. Quiconque l'aurait vu n'aurait jamais pensé qu'il s'adressait à un simple subordonné. J'agitai mon téléphone en signe d'au revoir. Puis, en 2 minutes 30, je trouvai l'adresse email publique du mari de Chu Qi. J'envoyai la photo anonymement. Une fois cela fait, je supprimai la photo et l'historique d'envoi. J'étais nettement de meilleure humeur. Je déjeunais tranquillement avec Shen Yue. Mon esprit se calma peu à peu. Adossé au comptoir, je réfléchissais à la façon d'utiliser ce million. Le chiffre sur le chèque était si clair qu'il m'éblouissait. Il y avait si longtemps que je n'avais pas vu autant d'argent. Au moins, notre vie ne serait plus aussi serrée. Et puis il y avait ce nouvel équipement que Shen Yue réclamait sans cesse. Plus j'y pensais, plus j'étais heureux. Je n'avais jamais pensé qu'un million puisse être aussi utile. À cet instant, la clochette de la porte tinta. Une voix claire et délibérément douce interrompt ma rêverie. Fan. Je me retourne et vois Zhang Li. Décidément, les visages familiers ne manquent pas aujourd'hui. Si je me souviens bien, son malheureux mari Yang Yongao n'est mort que depuis moins de 2 ans. Qu'y a-t-il, dis-je, adossé au comptoir, le visage impassible. Elle se mord la lèvre, ses yeux scintillent comme des vagues. Cette attitude hésitante, comme si elle voulait dire quelque chose sans oser, me donne la nausée. Sa voix porte une légère larme. Je voulais te voir. Mademoiselle Zhang, quel nouveau numéro jouez-vous? Je manque d'éclater de rire. Ses yeux s'embuent aussitôt, comme si elle subissait une terrible injustice. Fan. Je sais que j'ai été stupide par le passé, que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je croyais aimer ce genre d'amour passionné et tumultueux. Mais aujourd'hui, je comprends enfin ce que je veux vraiment. C'est simplement un foyer paisible. Sa voix est sincère, son regard déborde de tendresse. Elle lève la tête, ses yeux humides plantés droit dans les miens. Plein d'affection et de souvenirs, Fan, recommençons à zéro. Je connais ta situation actuelle. Ma sœur a vraiment exagéré, mais ce n'est pas grave. Je peux prendre soin de toi. Sa voix porte une légère pitié et une once de condescendance. Toujours la même rengaine, une femme qui revient est un trésor. Mais ne te méprends pas, quand est-ce que j'ai commencé avec toi? Quand est-ce que j'ai commencé avec toi? Je réprime de justesse l'envie de lever les yeux au ciel. Mes pensées dérivent quelques années en arrière, jusqu'à son mariage avec cet ancien étudiant pauvre, Yang Yongao. Une cérémonie grandiose et émouvante. Elle pleurait en disant qu'il était la lumière de sa vie. Le bonheur qu'elle voulait saisir à tout prix. Moi, j'étais debout en bas de l'estrade. Je regardais ce pauvre garçon complètement subjugué, et je n'avais qu'une pensée, mon pote. Tu es fichu. Et comme prévu, moins de 2 ans après le mariage. Jeanne Lee s'est lassée. Quand la passion s'estompe, que le mariage redevient quotidien, elle s'en est naturellement ennuyée. Alors un mec insipide, parfaitement opportun, est apparu. Ce pauvre type n'était qu'un bon à rien. Elle tenait des preuves contre Zhang Li, voulait se défendre. Puis elle a mordu. Est-ce qu'il y a des coïncidences pareilles sous le ciel? Derrière tout ça, je parie que c'est encore la main de mon ex-belle-sœur Zhang Xu. Je reviens à moi, et je regarde Zhang Li qui continue de jouer la comédie de l'amour. Ses yeux s'embuent davantage. Zhang Li. Tu crois vraiment que tous les hommes sont des imbéciles? Son visage se fige. Je dis d'une voix posée, les funérailles de ton mari étaient très belles. J'ai vu les infos. Tu pleurais à fendre l'âme, vraiment à fendre l'âme. À faire pleurer les spectateurs. Dommage que, si ce soir-là, je n'avais pas vu quelqu'un qui te ressemblait, au bras d'un beau gosse, entrer dans l'ascenseur devant l'hôtel. Le visage de Zhang Li devient livide. D'ailleurs, ce beau gosse n'a pas mis longtemps à sauter aussi. Zhang Li. Tu ne trouves pas ça écœurant de porter un masque tous les jours? J'avance d'un pas, la regardant droit dans ses pupilles tremblantes. Elle recule, heurtant le chambranle de la porte. Tremblant comme une feuille dans le vent d'automne. Tu mens, réplique-t-elle avec une feinte colère, mais sa voix est aussi frêle qu'une feuille d'automne. Je n'ai plus envie de perdre du temps avec elle. Je ne crains pas qu'elle se venge.
Une femme aussi obsédée par le rôle de sainte ne se permettra jamais de perdre son sang-froid, ni de se venger par dépit. Sa personnalité est plus importante que sa vie. Ce masque, elle le porte depuis trop longtemps, collé à la peau, impossible à enlever. Va-t'en. Comme Gracier, elle sort en titubant. Sa silhouette est pitoyable. Enfin, le magasin retrouve le calme. Je pousse un long soupir. J'ai l'impression d'expulser toute la malchance accumulée ces 5 dernières années. Des pas légers descendent l'escalier. Shen Yue arrive, portant un bol de dessert fraîchement préparé. Elle s'approche de moi, me tend le bol, son visage interrogateur. Je secoue la tête pour dire que tout va bien. Shen Yue fait des gestes en langue des signes, l'air inquiet, mais tu n'as pas l'air heureux. Je regarde ses yeux clairs. Je souris, sans poser le bol, et avec une gestuelle encore maladroite, je forme les signes, je vais très bien. Elle a souri sans poser le bol, et avec des gestes hésitants en langue des signes, elle a mimé, je vais bien. Elle comprit et un doux sourire s'épanouit sur son visage. La lumière du soleil entrait par la fenêtre. Elle tombait sur nous, chaude et réconfortante. À partir de ce jour, je ne me suis plus intéressé aux affaires du cercle. J'avais complètement coupé les ponts avec eux. Maintenant, je ne voulais que vivre bien avec Shen Yue, gérer cette petite boutique et mener une vie paisible. Chaque matin à 5 heures, je me levais une demi-heure avant elle pour descendre. Préparer la première fournée de pain. Quand elle descendait encore ensommeillée, la cuisine embaumait déjà le blé. L'eau chaude était prête. Elle me faisait toujours un signe pour me dire bonjour, puis enfilait habilement son tablier. Elle commençait à préparer les desserts du jour. Nous parlions peu, mais notre complicité grandissait. Parfois, quand le travail s'accumulait et qu'elle était épuisée et en sueur, je lui tendais un verre d'eau glacée. Quand elle prenait le verre, ses doigts effleuraient parfois mon bras, frais et doux. J'ai commencé à remarquer toutes ses habitudes. Elle aussi avait cessé de se méfier et de chercher à deviner mes pensées. Les journées étaient bien remplies. Le jour, nous tenions la boutique ensemble, le soir, elle m'apprenait à faire des desserts plus complexes. Parfois, nous pouvions passer toute une soirée sans parler, mais la conversation était complète. Cette complicité me rassurait. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à une question, je voulais l'épouser. Je ne croyais pas en l'amour. Mais je commençais à croire que certaines personnes étaient faites pour être ensemble. Je voulais simplement continuer ainsi avec elle, indéfiniment. 3 mois plus tard, je lui ai avoué mes sentiments. Plus précisément, je l'ai demandé en mariage. Ce jour-là, c'était son anniversaire. À son insu, j'avais préparé une petite surprise dans la boutique. Quand elle est descendue le soir, tout le magasin était illuminé de bougies. Elle est restée figée au pied de l'escalier, la main sur la bouche. Je me suis avancé vers elle. Je me suis agenouillé sur un genou et j'ai sorti une bague en diamant. Je ne savais pas prononcer les mots romantiques. Je ne croyais pas non plus aux serments éternels. Veux-tu ? Elle a pleuré, ses larmes coulaient comme des perles brisées, tombant une à une sur le sol. Elle a hoché la tête avec force, puis a tendu la main pour que je lui glisse la bague. La bague était un peu grande, sa main était trop fine. Mais elle a serré le poing. Pour qu'elle ne tombe pas. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai embrassé le léger parfum de ses cheveux. À ce moment-là, j'ai soudain senti que toutes ces années de ma vie, avant de la rencontrer, n'avaient été qu'une préparation. Notre mariage a été simple, pas très grand. Nous n'avons invité que les voisins. Et quelques anciens camarades ou amis avec qui nous étions encore en bons termes. Je ne cherchais pas à faire les choses en grande pompe, je voulais juste offrir à Shen Yue un mariage digne. La veille du mariage, je suis allé chez le coiffeur me faire coiffer, et je me suis acheté un costume élégant. La robe de mariée de Shen Yue, nous l'avons choisie ensemble. Quand elle l'a essayée, elle rayonnait. Je me tenais devant la cabine d'essayage, la regardant dans le miroir. Et j'ai soudain trouvé la scène irréelle. Cette fille, belle comme un ange, allait vraiment m'épouser. La grand-mère m'a pris la main et a dit d'une voix faible, « Merci de t'occuper de notre Yue. » J'étais un peu gêné, c'est elle qui prenait soin de moi. Quand nous avons échangé les bagues, la main de Shen Yue tremblait. J'ai pris sa main. Et lui ai murmuré à l'oreille, « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une formalité. » Elle a éclaté de rire. La tension a disparu instantanément. « Monsieur Y Fan, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Shen Yue? Dans la richesse comme dans la pauvreté, promettez-vous de la protéger? Oui, je le veux. Mademoiselle Shen Yue, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Y Fan, dans la richesse comme dans la pauvreté? Dans la maladie comme dans la santé? » Shen Yue ne pouvait pas parler, mais elle a hoché vigoureusement la tête. Puis elle a fait un signe en langue des signes, montrant qu'elle était un peu perdue et ne savait pas quoi faire. J'ai souri et j'ai proposé de traduire, elle dit oui. Elle veut aussi dire? Un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Au moment du baiser, elle était un peu timide, ses joues rouges comme une pomme. J'ai effleuré ses lèvres d'un baiser très léger, comme si j'avais peur de lui faire mal. Puis je lui ai chuchoté à l'oreille, « Bonjour, Madame Y. Enchantée. » Elle a ri dans mes bras, les épaules secouées. Les camarades sont venus porter un toast. Un ancien ami proche a dit, « Xiaofan, tu as changé. Avant, tu faisais comme si rien n'avait d'importance. Maintenant, tu as l'air d'une personne normale. » J'ai regardé Shen Yue qui discutait avec sa grand-mère, et j'ai souri. C'est peut-être parce que j'ai trouvé quelqu'un qui compte. Après le mariage, nous sommes retournés à l'étage, dans notre maison. Tout était comme avant,
à part quelques fleurs et cadeaux de la cérémonie de mariage. Elle a enlevé la robe de mariée et la tenue de cérémonie, a enfilé ses vêtements de maison habituels. Dans la cuisine, elle me prépare un souper tardif. Je me tiens à l'entrée de la cuisine, observant son allure affairée. Soudain, je ressens une grande satisfaction. C'est la vie que je désire, deux personnes menant une existence simple. Elle s'approche avec le souper, me voit perdu dans mes pensées, agite la main devant moi. À quoi penses-tu? À toi. Son visage rougit de nouveau. Elle me donne une tape taquine, puis écrit dans le carnet, Y fan, nous sommes mariés. Tu le regrettes? Je secoue la tête. Moi, regretter. Et toi? Je ne le regrette pas non plus, c'est juste un peu irréel, comme un rêve. Je tends la main et lui pince la joue. Ça fait mal? Elle se couvre le visage et me lance un regard noir. Puis elle écrit dans le carnet, ce n'est pas un rêve, et je t'aime. Quand Shen Yue a écrit ces 3 mots, ses doigts tremblaient légèrement sous la lumière jaune tamisée. Ses cils, des cils comme des ailes de papillon mouillées par la pluie. Mon cœur a été comme percuté violemment par quelque chose, pas les battements accélérés d'une confession de jeunesse. Pas une accélération du cœur, ni une satisfaction sereine d'un poids immense. Mais une douleur fine et sourde enveloppée d'un sentiment de stabilité inédit. Je lui retire le stylo des mains. Je ferme le carnet, prends un air sévère intentionnellement. Madame Y, écrire ça en pleine nuit. C'est pour me faire perdre le sommeil? Elle agite les mains précipitamment, le visage écarlate. Elle fait des gestes maladroits, c'est vrai. Compris. À cet instant, je soupire et l'attire dans mes bras. La personne dans mes bras s'apaise. Son souffle effleure doucement mon cou. À cet instant, je ressens soudain que toute cette richesse de famille influente. Et cette excellence académique, ce que j'ai maintenant vaut plus que les 20 et quelques années passées. Réunies. Mais le destin, cette chose, choisit toujours quand tu penses. Que le bonheur est tangible. Ces jours à la lumière jaune, comme du pain qui gonfle dans le four. Chaleureux et épanouissant. Nous nous levons à 4 heures du matin pour pétrir la pâte, à 6 heures la première fournée. Les croissants sortent du four, la pièce embaume. Shen Yue m'apprend à décorer à la poche à douille. Mes mains maladroites ont étalé la crème n'importe comment, elle ne s'est pas fâchée. Elle tenait ma main pour la corriger petit à petit, tandis qu'elle s'assoupissait sur le comptoir l'après-midi, le soleil traversant la vitre. Sur son visage tombaient de fines taches de lumière, je la regardais souvent, rêveur, perdue dans son sommeil. Comment cette fille pouvait-elle être si pure? Comme si elle n'avait jamais été souillée par ce monde de boue, mais la boue finit toujours par éclabousser. Un soir de pluie, la boutique allait fermer, quand plusieurs hommes ivres défoncèrent la porte vitrée. C'était un caïd du quartier, surnommé Qiang. Il était déjà venu réclamer une protection, je l'avais chassé avec un balai. Ce soir-là, ivre, il renversa d'un coup de pied le poêle devant la porte, extrêmement arrogant. « Sors un peu, toi !» Shen Yue était en train de compter les comptes. Entendant cela, elle sursauta et me regarda instinctivement. Je la poussai derrière moi. Je saisis un rouleau à pâtisserie pour en découdre. Qiang ricana, dévoilant ses dents jaunes. « Monsieur Y, tu te prends vraiment pour quelqu'un. J'ai entendu dire que tu as épousé une muette. On vient boire un verre de noces. » Derrière lui, ces hommes éclatèrent de rire, les yeux collés sur Shen Yue. Je serrai le rouleau à pâtisserie, les jointures blanchies. « Dehors, tu la protèges bien. » En disant cela, il fit un pas en avant. Son haleine chargée d'alcool me frappa au visage. « Tu veux plus tenir ta boutique ?» Soudain, Shen Yue sortit de derrière moi, tenant dans ses mains un biscuit tout juste cuit. Elle força un sourire et leur fit des gestes, signifiant qu'elle les invitait à manger. À cet instant, mon cœur fut transpercé comme par une aiguille. Cette innocente croyait toujours que la bonté pouvait dissiper la méchanceté. Qiang frappa le gobelet en papier d'un revers de main. « Qui veut manger ça ?» Les biscuits s'écrasèrent par terre. Il tendit la main pour attraper le poignet de Shen Yue. Je perdis complètement mon sang-froid, balançant le rouleau à pâtisserie. Dans la confusion, je ne sais pas combien de coups j'ai reçus. Je me souviens seulement d'avoir protégé Shen Yue. Contre le comptoir, la rassurant à voix basse, d'un ton infiniment doux. Les voyous se dispersèrent. Shen Yue, d'une main tremblante, essuya le sang au coin de ma bouche, ses larmes coulant à grosses gouttes, mais sans pouvoir émettre un son. Je me suis essuyé le visage et j'ai forcé un sourire. « Pourquoi pleurer? Ton homme n'est pas encore mort. » Elle pleurait encore plus fort, blottie contre moi comme une petite bête effrayée. Cette nuit-là, elle a tenu mon bras et dormi ainsi. Au moindre mouvement, elle se réveillait en sursaut. En voyant ses cernes, un violent sentiment de peur rétrospective m'a submergé. Et si je n'avais pas réussi à la protéger aujourd'hui? Le lendemain, j'ai acheté une barre en acier massif au marché d'occasion et je l'ai cachée sous le comptoir. Shen Yue l'a vue et m'a secoué la tête avec insistance. J'ai discrètement dissimulé la barre. Je lui ai fait signe que la meilleure défense, c'est de ne pas avoir à s'en servir. Elle a baissé les yeux et écrit dans le carnet, « J'ai peur que tu te blesses. » Alors j'ai encore plus peur que tu te blesses, lui ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Shen Yue, maintenant je te sauve, toi aussi. Elle a levé les yeux vers moi, humide de larmes, et a finalement acquiescé doucement. Les jours paisibles n'ont pas duré longtemps. Jeanne Li est réapparue comme une âme en peine, mais cette fois elle n'est pas entrée dans la boutique. Elle a garé une voyante voiture de sport rouge au bord de la route, des lunettes de soleil cachant la moitié de son visage. Elle m'a fait signe du doigt. Moi, les mains couvertes de farine, je n'avais pas envie de m'occuper d'elle.
Elle est descendue de la voiture, s'est adossée à la portière et a sifflé « Est-ce que ta femme sait comment tu as aidé Chou Q-Si ?» Son ton était provocateur. Ma main a glissé et le sac de farine est tombé lourdement par terre. Un nuage blanc s'est élevé. Shen Yue est sorti de la boutique en courant, le regard interrogateur. Zhang Li a enlevé ses lunettes, a balayé Shen Yue du regard avec un mépris à peine voilé. Pauvre fille, être avec un bon à rien comme toi, même ton mariage était minable. J'ai serré les poings, les veines saillantes. Shen Yue, tais-toi. Quoi, tu as peur? Tu n'étais pas comme ça avant. Quand je te suppliais. Tu prenais un malin plaisir à faire l'aumône. Maintenant tu joues les grands amoureux. Shen Yue ne comprenait pas les paroles de Zhang Li, mais elle sentait la tension électrique. Elle a tiré doucement sur le bas de ma chemise, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ravalé ma colère, et je me suis tourné vers elle en lui faisant signe, rien. Rentre d'abord. Shen Yue hésitait, immobile. Zhang Li a soudain mis son téléphone. En haut-parleur est diffusé un enregistrement. C'était la voix de Chou Q-Si, dans ce petit bois, autrefois. Avec des sanglots dans la voix, je veux te donner mon cœur, tout ce que j'ai. Pourvu que tu acceptes une chose. Je ne suis pas philanthrope. Le visage de Shen Yue a blêmi instantanément. Elle m'a regardé, puis Zhang Li, les lèvres tremblantes. Sans pouvoir émettre un son. Zhang Li, satisfaite, a rangé son téléphone. Ma petite sœur. Tu crois qu'elle est une bonne personne? Elle est Chou Q-Si juste pour le plaisir de voir la détresse des autres. Tu racontes n'importe quoi. Et toi, peut-être que c'était juste un caprice. J'ai complètement perdu le contrôle. Je me suis précipité pour lui arracher le téléphone. Zhang Li a hurlé. S'est caché dans la voiture, a verrouillé les portières. La sportive a filé. Il ne restait plus que Shen Yue et moi, debout dans la poussière. Elle avait la tête baissée. Les épaules tremblant légèrement. J'ai voulu la toucher, mais elle a reculé instinctivement d'un pas. Ce recul m'a transpercé le cœur. Après la fermeture, dans le grenier, l'atmosphère était oppressante. Shen Yue, dos tourné, faisait le lit sans me regarder. J'ai saisi ses épaules. L'obligeant à me faire face, tu la crois. Elle s'est mordu la lèvre. Les larmes aux yeux, et a écrit dans le carnet, c'est vrai? Oui, mais non. Je me suis essuyé le visage et j'ai raconté dans le détail comment j'avais refusé Chou Q-Si à l'époque. Comment nous avions signé un contrat. Shen Yue. Je reconnais que je ne suis pas un saint, mais avec toi, je n'ai jamais eu l'intention de faillir. Elle est restée silencieuse longtemps, aussi longtemps que j'ai cru qu'elle ne me parlerait plus. Finalement, elle a levé la main. Et a lentement signé, j'ai peur. Peur de quoi? Peur qu'un jour tu te lasses de moi et que tu m'abandonnes. Ses doigts tremblaient. Je n'ai rien, je n'ai que toi. Mon cœur s'est serré. Je l'ai serré très fort contre moi. Idiote, c'est moi. Qui n'est que toi. Cette nuit-là, nous avons dormi enlacés, comme deux bêtes blessées. Se léchant mutuellement leurs plaies. Les paroles de Zhang Li étaient restées plantées comme une épine dans le cœur de Shen Yue. Elle était devenue sensible. Si je rentrais 10 minutes en retard, elle était déjà agitée. Quand une cliente me parle un peu trop longtemps, elle s'éloigne en silence. Je l'ai remarqué. Mais je ne sais pas comment y remédier, jusqu'à ce qu'une nuit, en me réveillant, je trouve le lit vide. Shen Yue est recroquevillée dans un coin du balcon, pleurant silencieusement sous la lune. Je m'approche. Je la serre dans mes bras par derrière. Son corps se raidit, puis se détend. Elle enfouit son visage contre ma poitrine. Shen Yue, laisse-moi te raconter une histoire. Je raconte mon père et ma mère, mon frère et Zhang Xu, la pourriture sous la façade somptueuse de cette famille. Avant, je ne croyais pas aux sentiments, je pensais que tout n'était qu'échange d'intérêts. Mais toi, tu es différent. Tu me fais sentir que la vie peut encore avoir un peu d'humanité. Sous la lune. Ses yeux sont comme du verre noir immergé dans l'eau. Elle tend la main, doucement. Elle touche mes sourcils, mes yeux, mon nez, et enfin s'arrête sur mes lèvres. Puis elle se penche. Et m'embrasse très légèrement. C'est un baiser pur, sans aucune once de désir. Comme la première neige tombant dans une paume. Je reste figé, puis je lui rends son baiser. Dans ce baiser, quelque chose fond silencieusement. C'est l'épine plantée par Zhang Li, qui est retirée en silence. La vie retrouve son calme, mais le danger se cache toujours dans l'ombre. Un après-midi, une visiteuse inattendue arrive à la boutique, Zhang Xu. 5 ans ont passé. Elle est encore plus élégante, dans un tailleur sur mesure, complètement déplacée dans cette boulangerie exiguë. Elle n'a pas de garde du corps, elle est seule. Quand son regard tombe sur Shen Yue, il est empreint d'une froideur scrutatrice. C'est donc la vie que tu as choisie, vivre dans un endroit pareil. Jouer à la poupée avec une muette? Je place Shen Yue derrière moi pour la protéger, et je dis à voix haute. Et en parlant, elle semble s'asseoir sur une chaise sans y être invitée. Fan, tu es toujours aussi immature. Shen Yue me saisit brusquement le bras. Zhang Xu ouvre lentement son sac, en sort une photo jaunie et la pousse vers nous. Sur la photo, un jeune couple. L'homme a quelques traits de ressemblance avec Shen Yue, la femme tient un bébé dans ses bras. Ta grand-mère ne t'a pas dit? Tes parents ne sont pas morts de maladie, c'était un accident de voiture. Celui qui les a percutés s'appelle Fan. Ton père conduisait en état d'ivresse. L'air se fige instantanément. Un bourdonnement résonne dans ma tête, je titube, presque incapable de rester debout. Shen Yue fixe la photo. Le visage blême comme un linge. Surprise. Zhang Xu se lève. Nous dominant de toute sa hauteur. Fan, ton père a tué ses parents. Et maintenant,
Tu fais le grand amoureux en l'épousant. Quelle ironie. Tais-toi. Je hurle, mais ma voix tremble violemment. Zhang Xu se penche vers Shen Yue et murmure à son oreille, « Petite sœur, devine s'il est bon avec toi par culpabilité ?» Sur ces mots, elle se retourne et s'en va, comme si elle n'était jamais venue, ne laissant derrière elle qu'un silence infernal. Shen Yue reste immobile, comme si son âme lui avait été arrachée. Je tends la main pour la toucher, mais elle bondit en arrière comme électrocutée, le regard vide et étranger. Shen Yue, laisse-moi t'expliquer. Je ne sais. Shen Yue se dégage en hâte, monte à l'étage en courant, et claque la porte du grenier. Je monte derrière elle et frappe à la porte désespérément. Pas de réponse de l'intérieur. Un papier glisse sous la porte. Quelques mots tremblants y sont écrits, « Laisse-moi tranquille. » Cette nuit-là. Je reste assis devant la porte jusqu'à l'aube. Aucun bruit ne vient de la pièce, mais je sais qu'il ne dort pas non plus. Le lendemain, Shen Yue ne descend pas ouvrir la boutique. Je prépare du porridge et le monte. Mais la porte est toujours verrouillée. Le 3e jour, le 4e jour. C'est toujours pareil. Elle s'enferme dans sa chambre, sans manger ni boire. La bombe laissée par Zhang Xu a presque complètement détruit le petit monde que nous venions de construire. Pendant les jours où Shen Yue s'est enfermé dans le grenier, j'arpente la petite boutique comme un fauve en cage. Les sacs de farine sont éparpillés. Des biscuits brûlés traînent sur la plaque de cuisson depuis plusieurs jours. L'air est imprégné d'une odeur aigre de fermentation désespérée. J'ai eu envie de monter et de défoncer cette porte mince une centaine de fois. Mais chaque fois que je vois le mot qu'elle glisse sous la porte, avec une écriture de plus en plus hâtive, ma main, prête à s'élancer, retombe mollement. J'ai peur que mon approche ne devienne la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'écrasant définitivement. Cette impuissance est plus profonde qu'à l'époque où j'ai affronté l'effondrement de ma famille. À ce moment-là, au moins, je pouvais me fâcher, insulter, frapper, saisir ma valise et m'en aller. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus le droit d'être en colère. Dans mes veines coule le sang du fautif. Ce sang a précisément trouvé la chambre la plus fragile de mon cœur. D'un seul coup, il l'a brisée. Le 5e soir, tard dans la nuit, un son étouffé monta de la chambre voisine, un gémissement plaintif comme celui d'un petit animal. Puis vint le bruit sourd d'une chute à midi. Mon cœur s'arrêta. Je ne me souciais plus de rien d'autre. J'enfonçai la porte avec la clé de secours. Shen Yue gisait effondrée au bord du lit, le visage gris, les lèvres sèches et gercées. À côté d'elle, un verre d'eau renversé. Elle semblait vouloir boire, mais n'en avait même plus la force. Sans manger ni boire depuis plusieurs jours, son corps avait atteint sa limite. Je me précipitai pour la prendre dans mes bras. Elle était légère comme une plume, comme si elle pouvait disparaître à tout instant. Je tapotai son visage. Shen Yue, ma voix tremblait de façon incontrôlable. Ses paupières frémirent, s'ouvrirent lentement en une fente. Son regard vide tomba sur mon visage. Sans aucune focalisation. À cet instant, j'ai vraiment eu peur qu'elle s'en aille ainsi. Peur de n'avoir même pas la chance de me racheter. Comme un fou, je dévalai les escaliers, fis chauffer de l'eau, puis la mélangeai à de l'eau tiède. Peu à peu, j'écartai ses lèvres et, avec une petite cuillère, je lui fis avaler précautionneusement. Elle avalait mécaniquement. Son regard toujours vague. Après lui avoir donné un demi-bol de bouillie, je préparai de l'eau chaude. Et avec une serviette, j'essuyai doucement son visage émacié, ses mains et ses pieds glacés. Pendant tout ce temps, elle se laissait faire comme une poupée. Seules les larmes qui glissaient parfois du coin de ses yeux prouvaient qu'elle était encore en vie. Je la remis dans le lit, m'allongeai à côté d'elle tout habillée, et la serrai fortement à travers la couverture. Je n'osais pas dormir, de peur qu'elle disparaisse dès que je fermerais les yeux. Shen Yue, murmurai-je à son oreille, la voix rauque et éraillée. J'ai vécu plus de 20 ans. J'ai fait pas mal de conneries, mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je reconnais les fautes de mon père. Si me haïr peut te soulager, alors aie-moi. En disant cela, je saisis sa main et la posai sur ma poitrine. Mais tu ne peux pas te punir toi-même à travers cette punition. Punir toi-même. Ta grand-mère s'est battue pour t'élever, pas pour que tu en finisses ainsi. Tu te souviens du croissant que tu m'as donné. C'est ce que j'ai mangé de plus amer et de plus doux à la fois. Amer parce que j'étais dans la débine, doux à cause de toi. Cette boutique s'appelle « Lumière tamisée ». C'est toi qui l'as allumée. Si tu n'es plus là, cette lumière s'éteindra. Et mon monde sera vraiment plongé dans les ténèbres. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, jusqu'à ce que ma gorge devienne sèche et douloureuse. Le corps dans mes bras était encore froid, mais sa respiration semblait un peu plus régulière. Le lendemain matin, je me préparais à me lever pour lui trouver à manger, quand une main glacée m'attrapa doucement. Je me retournai brusquement et croisai son regard. Bien que ses yeux fussent encore rouges et gonflés, il y avait une lueur faible dans ses yeux. Elle me regarda. Ses lèvres bougèrent, sans un son, mais le mouvement de sa bouche semblait dire « Oh ». Je me précipitai presque pour aller chercher de l'eau, mes mains tremblaient, j'en renversai la moitié. Après l'avoir aidée à boire quelques gorgées, elle ferma les yeux en s'appuyant contre moi. Une larme glissa encore du coin de son œil, mais cette fois, ce n'était plus un silence désespéré, mais une fragilité teintée de fatigue. Elle m'autorisait à m'approcher. Cette prise de conscience me fit presque sursauter de joie. Les jours qui suivirent furent une lente et difficile réparation. Le corps de Shen Yue récupérait peu à peu, mais ses blessures intérieures étaient loin d'être guéries. Elle était devenue étrangement silencieuse. Encore plus mutique qu'avant.
Elle continuait à venir avec moi tenir la boutique, mais ses gestes étaient lents. Souvent elle fixait l'assiette sur la table, perdue dans ses pensées. La nuit, elle se réveillait encore en sursaut, trempée de sueur froide. Je la prenais dans mes bras et sentais son cœur battre à toute allure. Elle n'utilisait plus son carnet pour communiquer avec moi. Et quand elle avait besoin de s'exprimer, elle ne faisait que de simples gestes. Je savais que l'épine était encore plantée au plus profond de son cœur. Le portrait de Zhang Xu, la nuit solitaire, rongeait toute la confiance qu'elle avait dans notre relation. Elle commençait inconsciemment à éviter mon contact. Quand je lui mettais un vêtement, elle hésitait un instant avant de le prendre. Le soir, quand je voulais la serrer dans mes bras pour dormir, elle se tournait raide, le dos tourné. Cette distance délibérée était encore plus étouffante qu'une dispute. Je comprenais qu'elle était en lutte, qu'elle réévaluait tout entre nous mon aide. Ma demande en mariage, mon amour ou tout cela venait-il d'une culpabilité envers la maison? Le tournant arriva un après-midi. Une vieille dame qui venait souvent acheter du pain complet nous tendit, toute tremblante, une grosse enveloppe, disant que son fils lui avait envoyé de l'étranger des biscuits spéciaux. Elle tenait absolument à nous remercier pour notre gentillesse habituelle. Shen Yue refusa d'abord, mais finit par accepter. Ma fille, toi et ton homme êtes de bonnes personnes. De nos jours, il y a peu de commerçants aussi honnêtes. Il faut que vous alliez bien tous les deux. La vieille dame prit la main de Shen Yue en parlant. Après son départ, Shen Yue resta longtemps derrière le comptoir, tenant la boîte de biscuits. Le soleil traversait la vitrine, éclairait ses cils baissés. Je la regardais de loin, n'osant pas la déranger. Puis elle se retourna, vint vers moi, me tendit les biscuits, et désigna le coin où se trouvait la caisse de vieux objets. Là-dedans, il y avait les photos prises lors de notre mariage, ainsi que le petit carnet usé qu'elle avait précieusement gardé, celui où j'avais écrit mes garanties. Je restai un instant interdit, puis je compris son intention. J'allai au fond de la caisse, récupérer ce carnet, taper la poussière et le lui tendis. Elle prit le carnet, l'ouvrit à la dernière page blanche, prit un stylo et commença à écrire. Ses mains étaient encore un peu engourdies, mais son écriture était lente et appliquée. J'ai rêvé de mes parents. Ils se trouvaient dans un endroit très lumineux, ils me souriaient. Arrivée là, elle s'arrêta longtemps, l'encre formant une petite tache sur le papier. Puis elle continua. Je me demande si ce n'est que par culpabilité que tu es bon avec moi. Alors pourquoi, quand j'ai volé le pain, ton regard n'était-il que de l'impatience, pas de pitié? Tu as juste passé un coup de fil, réglé un problème. Pourquoi, quand j'ai accepté de t'épouser, es-tu resté longtemps interdit, puis tes oreilles ont rougi? Elle leva la tête, les yeux noyés de larmes, me regardant avec une immense confusion et une lueur d'espoir. Elle ne m'interrogeait pas, elle attendait une réponse qui la sortirait de ce cauchemar. Je la regardais, le cœur serré comme par une main douce. Je pris le stylo, et, sous ce qu'elle avait écrit, je traçai lentement, Shen Yue. Je ne suis pas un homme bon. Quand je t'ai aidé, je n'y ai pas pensé. C'était peut-être juste un bon jour, où je ne voulais pas d'ennui. Quand je t'ai épousé, je n'avais pas vraiment discerné si c'était de l'amour, je ressentais juste qu'être avec toi m'apportait de la sérénité. Mais maintenant je sais très bien que je ne supporte pas de te voir pleurer, ni de te voir maltraité. Quand tu souffres, je voudrais pouvoir souffrir à ta place. Cela n'a rien à voir avec qui est mon père. Cela n'a non plus rien à voir avec le fait que tu sois Shen Yue. Si je dois parler de culpabilité, la seule personne envers qui je me sens coupable, c'est de t'avoir rencontré, de t'avoir fait endurer tant de souffrances, et de ne pas avoir su te protéger. Te faire souffrir encore à cause de moi. Je lui rends le stylo. Elle regarde mon dessin, ses larmes coulent encore plus fort. Elle prend le stylo. Derrière les mots que j'ai écrits, elle ajoute avec force 3 caractères. Puis elle pose le stylo. Elle tend la main d'elle-même, et saisit doucement mes doigts. Ses doigts sont toujours aussi froids. Mais cette force déterminée dissipe instantanément toute la morosité dans mon cœur. Ce soir-là, elle ne dort enfin plus dos à moi. Elle se blottit dans mes bras. Comme un oisillon qui a enfin trouvé son nid, sa respiration est régulière et son sommeil profond. J'écoute sa respiration, je sens que c'est la plus belle musique du monde. Nous savons que les cicatrices sont toujours là, peut-être pour toujours, mais au moins nous savons que le lien entre nous est devenu plus solide au contraire. Quitter cette ville. Cette décision a été prise quelques jours plus tard. Le danger de saignement, mais plus encore, l'envie de changer d'environnement, un endroit sans passé d'ombre, un véritable nouveau départ. Shen Yue n'a aucune hésitation. Et pour elle, là où je suis est sa maison. Nous avons vendu Wegang Gombedian. Nous préparons nos bagages pour migrer vers le sud. Les voisins, apprenant notre départ, viennent nous dire au revoir. Ils nous offrent des paquets de spécialités locales. Ma fille, si un jour tu subis une injustice, reviens, grand-mère te rendra justice. Elle tient la main de Shen Yue, et lui essuie les larmes. Shen Yue, les yeux rouges, hoche la tête. Elle lui tend un sachet de biscuits tout juste cuit. Je le mets dans la main de sa grand-mère. La veille de 0, nous étions dans le grenier. Nous rangeons les dernières affaires. Shen Yue sort une boîte en fer du fond de l'armoire. Dedans, il y a les reliques de sa grand-mère, quelques vieilles photos, et aussi la lettre que je lui avais écrite à l'époque. Les clauses d'assurance, le papier est jauni mais lisible. Au cas où un jour je serais dans la misère, et que je devrais mendier dans la rue, souviens-toi de me donner un bol. Elle regarde ce papier. Soudain, elle rit. En riant, elle se met à pleurer.
Elle prend un stylo. Elle écrit quelques mots au centre du dos, puis me le tend. Dans cette vie, mon bol sera toujours à moitié pour toi. J'ai les yeux qui s'échauffent, je le serre contre ma poitrine. Bien, c'est promis, quand ma voiture démarre. Cette ville, qui porte trop de nos souffrances et de notre tendresse, s'éloigne derrière la vitre. Shen Yue s'endort contre mon épaule, sa main serrant encore fermement le bas de ma veste. Le soleil traverse la vitre. Il éclaire son visage, paisible et tranquille. Je baisse la tête et embrasse ses cheveux. Je ferme les yeux. L'avenir, je ne sais pas ce qu'il sera, mais tant qu'elle est là. Où que nous allions, c'est la maison. Nous finissons par nous installer dans une petite ville côtière. Avec l'argent de la vente de la boutique, nous ouvrons une pâtisserie plus petite, que nous nommons « Soirée ». Shen Yue s'occupe de la pâtisserie. Je m'occupe des clients. Les jours sont simples mais paisibles. Elle sort peu à peu de l'ombre. Elle a retrouvé le sourire. Parfois, tard dans la nuit, elle se réveille encore de ses cauchemars. Mais je la prends toujours dans mes bras, je tapote doucement son dos jusqu'à ce qu'elle se rendorme. 1 an plus tard, un certain soir, nous nous promenons main dans la main sur la plage. Le coucher de soleil fond l'or. La marée monte doucement. Shen Yue s'arrête soudain, pointant du doigt quelque chose qui brille sur le sable. Je le ramasse. C'est un morceau de verre poli par les vagues, qui réfracte un halo de lumière chaleureuse sous le soleil couchant. Elle prend le morceau de verre, le regarde longuement face au soleil, puis le met dans le creux de ma main. Elle ferme mes mains pour me faire comprendre de le garder. Je la taquine, gage d'amour. Elle hoche la tête avec force, les yeux brillants. Un après-midi, le temps est lourd et chaud. Il n'y a pas beaucoup de clients dans le magasin. Shen Yue est devant le plan de travail, préparant les génoises pour le lendemain. Je suis assis derrière le comptoir à vérifier les comptes. J'entends un très léger bruit de respiration, je lève la tête. Je vois Shen Yue, la main qui tient le batteur s'arrêter, regardant fixement par la fenêtre. Dehors, un jeune père passe en portant sa fille sur son dos. Les rires argentins de la petite fille traversent la vitre. Je pose le livre de comptes et vais près d'elle. Elle ne me regarde pas. Son regard suit encore la silhouette de ce père et de sa fille, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la ruelle. Son profil, sous la lumière de l'après-midi, paraît un peu pâle. Son regard porte une émotion complexe que je ne peux décrire, un mélange de désir et de tristesse. Je touche doucement son bras. Elle se tourne vers moi, me fait un sourire forcé, secoue la tête pour dire que ça va. Puis elle baisse la tête et remue la pâte dans le bol avec encore plus d'énergie. Comme si elle voulait chasser quelque chose. Je sais qu'elle pense à ses propres parents. Cette enfance qui aurait dû être remplie de présence parentale. Et de rire joyeux, cette lacune qu'elle ne pourra jamais combler, comme une épine. Qui, même par une journée radieuse, la pique au moment où on s'y attend le moins. Ce soir-là, après la fermeture, nous nous asseyons sur les petites marches de la porte de derrière pour profiter du vent marin. Le bruit des vagues tapote doucement le rivage. Au loin, les feux de pêche scintillent. Shen Yue s'appuie contre mon épaule, très calme. Je tiens sa main. Sa paume est un peu froide. Shen Yue, je brise le silence. Et si on allait les voir? Son corps se raidit légèrement, elle lève la tête, me regardant avec perplexité. Je pèse mes mots, je veux dire, allez voir tes parents. Je sais où est le cimetière. Les informations laissées par Zhang Xu le mentionnent. Allons leur parler, disons-leur. Que tu vas bien maintenant. Et disons aussi pardon à mon père de ma part. Les derniers mots sont étrangement difficiles à prononcer. Mais je pense que je dois le dire. Shen Yue reste figée longtemps, ses yeux se remplissent rapidement de larmes. Mais elle les retient, elle ne les laisse pas tomber. Elle me regarde, il y a de la lutte dans ses yeux. De la lutte, mais qui finit par se transformer en une sorte de décision. Elle hoche la tête, lourdement. Un matin au beau temps, nous fermons la boutique, apportant un bouquet de fleurs que Shen Yue a elle-même arrangé avec des marguerites blanches et des œstomas verts, et nous allons au cimetière en banlieue. Le cimetière est très calme, adossé à la montagne et faisant face à la mer, un lieu de repos paisible. Selon les informations, nous avons trouvé la stèle funéraire commune. Elle était très sobre. Sur la pierre étaient gravées les photos des parents de Shen Yue, désormais floues. Shen Yue s'approcha de la tombe. Elle s'accroupit et déposa délicatement le bouquet. Elle tendit la main et, du bout des doigts, essuya un à un la poussière et les feuilles mortes sur la stèle. Ses gestes étaient doux, comme si elle touchait un rêve. Elle ne pleurait pas. Elle essuyait seulement en silence. Le soleil éclairait son profil concentré, lui donnant une sérénité presque sacrée. Je me tenais derrière elle. Après être restée longtemps face à la tombe de ses parents, elle se releva. Elle se tourna vers moi et me fit signe d'approcher. Je m'avançai et me tins à ses côtés devant la tombe. Le vent marin soufflait nos cheveux et nos vêtements. Shen Yue regarda la stèle, puis me regarda. Ensuite, elle leva la main et commença à parler en langue des signes, très lentement. Comme si chaque geste exprimait toute son intention. Papa, maman. Voici Y Fan, mon mari. Elle fit une pause. Prit une profonde inspiration, puis continua à signer, il est très gentil avec moi. Nous avons notre propre petite boutique, qui s'appelle Temps du soir. La vie est très paisible. Je suis comblé. Ce qui s'est passé, c'était un terrible accident. Je sais que ce n'était pas la faute de Y Fan. Lui et son père sont différents. Ses gestes devinrent un peu plus lourds. Mais toujours déterminés. Elle tourna la tête vers moi, et finalement, les larmes coulèrent silencieusement. Pourtant, le coin de ses lèvres arborait un sourire. Elle continua à s'adresser à la tombe, alors, je vous en prie, ne lui en voulez pas.
Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis heureuse maintenant, vraiment. En la voyant utiliser la langue des signes pour me présenter à ses parents, prendre ma défense et raconter son bonheur, ma gorge se serra comme si quelque chose l'obstruait. Mes yeux s'embuèrent. Je tendis la main et saisis fermement la sienne qui pendait. Je me tournai face à la tombe et m'inclinai profondément. En me redressant, je regardais les photos. Flou sur la stèle et dis solennellement, oncle, tante, je suis Y fan. Pardon, et merci. Je suis venu au monde. Soyez tranquille, tant que je vivrai. Je ne la laisserai plus souffrir. Je donnerai tout ce que j'ai pour la protéger. Je parlais lentement, chaque mot venait du plus profond de mon cœur. Je sais que les promesses en paroles sont légères. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire. La cérémonie terminée, nous nous sommes tenus par la main en marchant vers la colline du cimetière. Sur le chemin du retour, Shen Yue semblait particulièrement légère, comme si elle s'était délestée d'un lourd fardeau porté pendant de nombreuses années. Elle montrait même spontanément les fleurs sauvages au bord du chemin. Et signait avec excitation, on pourrait essayer d'utiliser les pétales de cette fleur pour faire un colorant naturel. À partir de ce jour, j'ai senti un subtil changement chez Shen Yue. La légère ombre indéfinissable dans ses yeux semblait s'être beaucoup estompée. Son sourire devenait plus éclatant et plus serein. Elle commença à planifier l'avenir avec moi de manière plus proactive. Par exemple, quelle fleur planter devant la boutique, ou si, une fois assez d'argent économisé, on devrait étendre la boutique. En prenant la boutique d'à côté, elle signait même, peut-être qu'un jour, nous pourrons adopter un enfant. Je savais que cette visite au cimetière n'était pas seulement un adieu à ses parents, mais aussi pour nous deux, un adieu officiel au passé. Nous ne pouvions pas changer la tragédie qui s'était produite, mais nous pouvions choisir comment affronter l'avenir. Nous avons jeté la moitié du bol, puis avec la moitié restante, nous avons ajouté de la compréhension, de la tolérance, et la soupe fraîchement préparée par Shen Yue. Lentement, avec attention. Nous avons goûté au goût du reste de notre vie. Un jour, après la fermeture, nous étions assis au bord de la mer à regarder le coucher du soleil.